En l'an 2000, une entreprise américaine valait près de 70 milliards de dollars. Le magazine Fortune venait de la sacrer entreprise la plus innovante du pays. Et pas pour la première fois. Pour la 6e année consécutive. Elle employait plus de 20 000 personnes à travers le monde. Wall Street l'adorait. Les plus grandes banques de la planète lui prêtaient des milliards, les yeux fermés. Elle s'appelait Enron. Et puis, à l'automne 2001, en l'espace de quelques semaines à peine, tout cela s'est évaporé. Pas réduit. Pas diminué. Évaporé. Comme si rien de tout cela n'avait jamais réellement existé. Parce que, justement, presque rien n'avait jamais existé. Voici l'histoire de la plus grande illusion de l'histoire moderne du capitalisme. Et de la nuit où le réel a fini par présenter sa facture. Mais attention. Ce n'est pas vraiment une histoire de comptabilité. C'est une histoire sur une question bien plus dérangeante. Pourquoi des milliers de gens intelligents ont-ils, tous ensemble, voulu y croire? Tout commence en 1985, à Houston, au Texas. Deux compagnies de gaz vieillissantes décident de fusionner. De ce mariage assez banal naît une nouvelle société, baptisée Enron. Au départ, rien de glorieux. Une lourde entreprise de tuyaux, criblée de dettes par la fusion, dans une ville obsédée par le pétrole. Personne, à ce moment-là, n'imagine ce qu'elle va devenir. À sa tête, un homme, Ken Lay. Fils de pasteur, docteur en économie, Ken Lay n'est pas un cow-boy du pétrole. C'est un croyant. Et sa religion à lui, c'est le marché libre. Ken Lay aime raconter son histoire. Celle d'un gamin pauvre du Missouri, qui conduisait des tracteurs pour aider sa famille à joindre les deux bouts. Le marché libre, pour lui, c'est ce qui l'a sorti de là. Une foi sincère, presque religieuse. Cette foi va devenir une arme. Les ne se contentent pas de croire au marché libre. Il le vend, il le prêche, il le finance. Et il s'entoure peu à peu d'hommes prêts à pousser cette idée bien au-delà du raisonnable. À cette époque, aux États-Unis, le prix du gaz est encore encadré par l'État. Ken les déteste profondément cela. Pour lui, l'avenir appartiendra à ceux qui sauront libérer l'énergie de toutes ces règles. Et Lay a des amis. De puissants amis, jusqu'au sommet de la politique américaine. Il finance des campagnes, fréquente les présidents, pousse partout pour moins d'États et moins de règles. La dérégulation, c'est son grand combat. Les années 80 lui donnent raison. Washington dérégule peu à peu le marché du gaz. Soudain, le prix de l'énergie n'est plus fixé d'avance. Il va flotter, monter en flèche, puis plonger sans prévenir. Pour la plupart des dirigeants, cette instabilité est un cauchemar. Pour Enron, elle va se transformer en mine d'or. Encore fallait-il avoir l'idée qui change tout. Et cette idée, Ken Lay ne l'a pas. Il est visionnaire, mais il n'est pas l'architecte. L'architecte, lui, va débarquer d'un cabinet de conseil. Son nom, Jeffrey Skilling. Et il va transformer une compagnie de tuyaux en machine à fabriquer de l'argent à partir de simples idées. Jeff Skilling arrive en 1990. C'est un homme brillant, ambitieux, obsédé par l'intelligence pure. Sorti de Harvard, ancien consultant chez McKinsey, il méprise la lenteur et la lourdeur du monde réel. Skilling a une intuition. Et si Enron cessait de vendre du gaz comme une vulgaire compagnie, pour devenir une sorte de banque du gaz? Un intermédiaire géant, qui achète, qui revend, qui spécule sur l'énergie. Mais Skilling arrive aussi avec une condition non négociable. Il n'accepte le poste que si Enron adopte une certaine méthode comptable. Un simple détail technique, en apparence. Un détail qui va pourtant tout faire basculer. Cette méthode s'appelle la comptabilité à la valeur de marché. En anglais, le mark-to-market. Retiens bien ces quelques mots. Ils sont le cœur, le moteur secret, le poison de toute cette histoire. Le principe est d'une simplicité vertigineuse. Imagine qu'Enron signe aujourd'hui un grand contrat de gaz. Un contrat censé rapporter de l'argent, petit à petit, pendant 20 longues années. Avec une comptabilité normale, on enregistre les profits année après année, à mesure qu'ils tombent réellement. Lentement. Prudemment. Honnêtement. Chaque dollar comptait seulement quand il arrive vraiment dans la caisse. Avec le mark-to-market, Enron fait tout autre chose. Elle estime l'ensemble des profits que ce contrat rapportera sur 20 ans. Et elle inscrit la totalité de cette somme dans ses comptes. Aujourd'hui. Tout de suite. D'un seul coup. Tu as bien lu. Enron pouvait inscrire comme bénéfice de l'argent qu'elle n'avait pas encore gagné. De l'argent qui n'existait, pour l'instant, que dans une prévision. Une promesse. Un espoir sur une feuille de calcul. Et qui décidait du montant exact de cette prévision? Enron elle-même.
L'entreprise notait dans ses propres livres les profits qu'elle espérait. Et ses espoirs, par la magie du chiffre, devenaient sur le papier des réalités solides. La Commission des marchés financiers américaine valide officiellement la méthode en 1992. On raconte que Skilling a fêté ça au champagne avec ses équipes. Il savait parfaitement ce qu'il venait d'obtenir. Une licence pour inventer l'avenir. Car cette méthode cache un piège invisible. Une fois que tu as encaissé d'avance 20 ans de profit, l'année suivante, il te faut un contrat encore plus gros. Juste pour montrer que tu continues de grandir. C'est une fuite en avant. Une drogue. Chaque trimestre, Enron doit promettre davantage que le précédent. Sinon, la croissance s'arrête, et l'illusion se fissure. Or personne, à Enron, n'a le droit d'arrêter la machine. Skilling va encore plus loin. Il déteste les actifs physiques. Les usines, les centrales, les kilomètres de tuyaux. Tout cela, pour lui, c'est lourd, c'est lent, c'est le passé qu'il faut effacer au plus vite. Son rêve, c'est une entreprise presque sans poids. Qui ne possède quasiment rien, mais qui achète et revend tout. Du gaz, de l'électricité, et bientôt absolument n'importe quoi d'autre. En 1999, Enron lance une plateforme pour négocier en ligne. On y échange de l'énergie, mais aussi de la météo, du haut débit, du papier journal. Enron ne veut plus vendre du gaz. Elle veut devenir le marché du monde entier. Mais le réel résiste, lui. Pendant que Skilling rêve d'une entreprise légère, Enron se lance dans un projet bien lourd, bien concret. Une gigantesque centrale électrique, à Dabhol, en Inde. Près de 3 milliards de dollars. Le projet devait illuminer toute une région. Il va devenir un gouffre. Conflits politiques, accusations de corruption, prix de l'électricité intenable. La centrale finira par tourner au ralenti, puis s'arrêter. 3 milliards, presque engloutis. Mais grâce au mark-to-market, le désastre de Dabhol n'apparaît pas vraiment dans les comptes. Le rêve, sur le papier, reste intact. La réalité, elle, pourrit lentement, à l'autre bout du monde, loin des regards. Car il faut comprendre une chose. Tout en haut d'Enron, deux visions du monde s'affrontent en silence. Celle de Skilling, qui rêve d'une entreprise légère, sans le moindre actif. Et celle d'une femme, Rebecca Mark. Rebecca Mark est une star. Élégante, audacieuse, infatigable, elle parcourt la planète en jet privé pour signer des contrats colossaux. Centrales électriques, infrastructures, grands projets bien réels, en dur, aux quatre coins du monde. Sa plus grande ambition, c'est l'eau. Elle convainc Enron de créer une entreprise, Azurix, pour devenir le géant mondial de l'eau potable. En 1999, Azurix entre en bourse en fanfare, levant des centaines de millions de dollars. Mais le rêve tourne vite au cauchemar. Azurix a payé ses rachats beaucoup trop cher. Les bénéfices promis ne viennent jamais. L'action s'effondre, de presque 20 dollars à quelques pièces. Le géant de l'eau prend l'eau de toutes parts. Rebecca Mark finit par partir, en revendant ses propres actions pour des dizaines de millions de dollars. Elle, au moins, s'en sortira. Mais sa chute donne raison à Skilling. À Enron, les actifs réels, eux, font perdre de l'argent. Et c'est tout le paradoxe, vertigineux, de cette entreprise. Tout ce qu'Enron possédait vraiment, ses centrales, ses usines, son eau, brûlait du cash. Seules ses illusions, ses promesses, semblaient en rapporter. Enron préférait désormais le rêve au réel. Pour faire tourner cette vision démesurée, Skilling impose à l'intérieur de l'entreprise une culture impitoyable. Une culture qui ne récompense qu'une seule et unique chose, le résultat affiché, à n'importe quel prix. 2 fois par an, chaque employé est noté de 1 à 5. Et ceux qui se retrouvent en bas du classement, les 10 à 15% les plus faibles, sont licenciés. Sans état d'âme. Sans exception. Le système porte un surnom glaçant, classé, puis viré. À Enron, on ne survit pas en étant honnête, ni prudent. On survit en rapportant des chiffres. Et toujours plus de chiffres, trimestre après trimestre. Au cœur d'Enron bat une salle de marché survoltée. Des traders jeunes, agressifs, payés en bonus mirobolants, qui parient sur tout et n'importe quoi. L'argent qu'ils croient gagner paraît irréel. Et bien souvent, justement, il l'est. Dans cette culture, hésiter, c'est mourir. Douter, c'est trahir. On ne célèbre que l'audace, le coup d'éclat, le chiffre du jour. Personne n'ose demander d'où vient vraiment cet argent. Tant qu'il y en a, la fête continue, plus fort, plus vite.
Alors, mécaniquement, les employés gonflent les chiffres. Les traders prennent des paris insensés. Et tout le monde, du stagiaire au PDG, ne regarde plus qu'une seule chose, le cours de l'action, qui monte encore. Ironie suprême, Enron se vante d'une éthique irréprochable. L'entreprise distribue à ses cadres un épais code de déontologie de plusieurs dizaines de pages. Et son slogan publicitaire, partout dans le pays, tient en 2 mots, demandez pourquoi. Demandez pourquoi. Personne, à l'intérieur, n'osait vraiment le faire. Une légende se construit autour d'eux. La presse les surnomme les types les plus intelligents de la pièce. Et eux finissent par le croire. Profondément. Car lorsqu'une entreprise se croit trop intelligente pour échouer, elle cesse, peu à peu, de se poser la seule question qui compte vraiment. Une question toute simple, presque enfantine. Et si nous nous trompions? Le sommet de la folie, c'est peut-être l'histoire du haut débit. En l'an 2000, Enron annonce un projet de vidéo à la demande, en partenariat avec le géant de la location de films, Blockbuster. Un contrat sur 20 ans. Le service ne fonctionne presque pas. Quelques foyers à peine, des images qui sautent. Le partenariat s'effondrera en quelques mois. Mais Enron, elle, a déjà inscrit dans ses comptes plus de 100 millions de dollars de profit. 100 millions de profit, pour un service qui n'a jamais réellement marché. C'est ça, le mark-to-market poussé jusqu'à l'absurde. On ne gagne plus de l'argent. On annonce simplement qu'on va en gagner. Et la bourse applaudit. Il y a pourtant un problème que même le mark-to-market ne peut effacer. Les profits d'Enron existent en abondance sur le papier. Mais l'argent réel, lui, l'argent liquide, ne rentre pas comme il le devrait. Pire encore. Pour financer ses rêves de grandeur, Enron emprunte. Énormément. La dette gonfle, année après année, silencieuse, comme une tumeur que personne, à l'extérieur, ne soupçonne encore. Or Wall Street déteste la dette. Si les banques découvrent l'ampleur réelle des emprunts d'Enron, elles couperont aussitôt le crédit. Et sans crédit, le magnifique château de cartes s'écroule en une nuit. Il faut donc cacher cette dette. La faire disparaître des comptes officiels. La rendre invisible aux yeux du monde. Et pour ce tour de magie-là, Enron a son homme. Il s'appelle Andrew Fastow. Fastow devient directeur financier en 1998. C'est un véritable génie de la finance complexe. Un illusionniste des chiffres. Et il va imaginer un système d'une audace presque folle, à la limite du vertige. Fastow crée des sociétés secrètes. Des coquilles, des structures vides, avec des noms tirés de Star Wars, comme les Raptors. Et 2 entités qu'il baptise LJM, les initiales de sa femme et de ses fils. Le tour de passe-passe est le suivant. Enron transfère ses dettes et ses paris ratés vers ses sociétés. Officiellement, sur le papier, elles n'appartiennent plus vraiment à Enron. Elles sont, comme par magie, devenues indépendantes. Vu de l'extérieur, Enron paraît donc en pleine santé. Peu de dettes, des profits records. Mais en réalité, elle a simplement balayé la poussière sous un tapis. Un tapis qu'elle a elle-même cousu, de ses propres mains. Et il y a pire. Ces sociétés écrans sont souvent garanties par les actions d'Enron elles-mêmes. Autrement dit, toute la construction ne tient debout qu'à une seule condition, que le cours de l'action continue de grimper, sans jamais redescendre. Quant à Fastow, il ne se contente pas de protéger Enron. Au passage, il se sert. Il dirige certaines de ces entités, et empoche pour lui-même des dizaines de millions de dollars. En toute discrétion. Le plus stupéfiant, c'est que tout cela se fait au grand jour. Le conseil d'administration suspend même ses propres règles d'éthique, exprès, pour permettre à Fastow de diriger ses sociétés. Un comble pour une entreprise au code de déontologie si épais. Les auditeurs, eux aussi, ferment les yeux. Leur cabinet, Arthur Andersen, touche des sommes énormes d'Enron. Des dizaines de millions par an, pour l'audit, mais surtout pour le conseil. Difficile de mordre la main qui vous nourrit si richement. Et Enron n'a pas fait tout cela seul, dans son coin. Les plus grandes banques de Wall Street l'ont aidé, activement, à maquiller ses comptes. En échange de commissions juteuses, elles ont monté avec elle des opérations très créatives. L'une des astuces s'appelle le prêt déguisé. Une banque prête des milliards à Enron, mais on habille l'opération en simple échange de marchandises. Résultat, un emprunt, en réalité, qui n'apparaît jamais comme une dette dans les comptes. Il y a même cette histoire de barge, au large du Nigeria. Une banque les rachète à Enron juste avant la clôture des comptes, avec la promesse secrète qu'Enron les reprendra plus tard. Un faux profit, fabriqué de toutes pièces, pour faire joli.
À chaque étage de cette pyramide, quelqu'un touchait sa part. Les banquiers, les avocats, les comptables. Le mensonge d'Enron n'était pas le secret d'un seul homme. C'était une industrie entière. Un système où chacun fermait les yeux sur le voisin. Les banques participent. Les analystes recommandent d'acheter. Tout le monde voit quelque chose. Et personne, absolument personne, ne veut vraiment regarder. Car l'illusion arrange, à ce stade, tout le monde à la fois. Pendant ce temps, vu de l'extérieur, Enron est au sommet du monde. Son siège, à Houston, une tour de verre étincelante, brille comme un temple moderne. Son logo, un nœud incliné, est dessiné par une légende du design. L'entreprise s'offre même le nom du tout nouveau stade de baseball de la ville. Enron est partout. Sur les façades, dans les journaux, dans les conversations, sur les maillots des joueurs. Une marque devenue synonyme de modernité. Et l'action grimpe sans fin. En août 2000, elle dépasse les 90$. Enron pèse alors près de 70 milliards de dollars. C'est devenu la 7e plus grande entreprise des États-Unis. Les dirigeants deviennent immensément riches. Jets privés, demeures somptueuses, œuvres d'art. Skilling et Ken les sont reçus comme des rois, de la Maison Blanche jusqu'au sommet de Davos. On les écoute. On les admire. Certains, plus discrets, encaissent déjà. Un cadre du nom de Loop revend tranquillement ses actions pour des centaines de millions de dollars, puis quitte l'entreprise, presque sans bruit. Lui semble avoir compris quelque chose, avant les autres. Mais l'arrogance finit toujours par avoir un prix. Et c'est la Californie qui va le payer. En l'an 2000, l'État vient justement de déréguler son marché de l'électricité. Exactement ce que prêchait Ken Lay depuis 20 ans. Les traders d'Enron s'y engouffrent comme des requins. Ils inventent des stratégies au nom de jeux vidéo. L'étoile de la mort. Le ricochet. Le but de ces manœuvres, créer, volontairement, des pénuries d'électricité. Ils demandent à des centrales de s'arrêter sans raison. Ils font voyager l'électricité d'un État à l'autre pour contourner les règles. Ils assèchent le marché. Puis revendent la même énergie, à prix d'or, à ceux qui en manquent désespérément. Le résultat est brutal. La Californie plonge dans le noir. Coupure de courant à répétition. Des hôpitaux, des feux de circulation, des millions de foyers soudain privés d'électricité. À cause, au fond, d'un simple jeu. Et sur des enregistrements qui referont surface plus tard, on entend des traders d'Enron rire. Rire franchement, en imaginant tout l'argent volé à une certaine Meme Emily. Une vieille dame ordinaire de Californie. Ses voix, froides, amusées, presque joyeuses, disent tout. À ce stade, Enron ne fabrique plus aucune richesse. Elle prélève une rançon sur le réel, sur des gens réels, sur leurs factures d'électricité. Et elle s'en amuse. Et pourtant, l'illusion continue de séduire. Car tant que l'action monte, tant que les profits semblent battre des records, qui aurait le courage de se lever pour dire, à voix haute, que l'empereur est nu? La première à oser n'est ni une banque, ni un puissant régulateur. C'est une journaliste. Elle s'appelle Bethany Emceline, et elle écrit pour le magazine Fortune. Le même qui, hier encore, encensait Enron. En mars 2001, elle publie un article au titre tout simple, presque naïf. Enron est-elle surévaluée? Et derrière ce titre anodin, elle ose poser la question que tout le monde évitait soigneusement depuis des années. Comment, au juste, Enron gagne-t-elle réellement son argent? Personne, pas même les analystes payés pour comprendre, n'arrive à l'expliquer clairement. Les comptes de l'entreprise sont un véritable labyrinthe, impénétrable. La réaction d'Enron en dit long. Skilling traite la journaliste d'incompétente, puis lui raccroche au nez. Fastow, lui, saute dans un avion pour New York, dans l'espoir d'étouffer l'article avant même sa parution. Quelques semaines plus tard, lors d'un échange public avec les analystes, un investisseur réclame simplement à Skilling un bilan détaillé. Agacé, le grand patron d'Enron l'insulte, en direct, devant tout le monde. Un dérapage qui restera célèbre. Souviens-toi de ce réflexe. Quand une entreprise saine reçoit une question gênante, elle répond, calmement, avec des chiffres. Quand une entreprise malade la reçoit, elle attaque, avec violence, celui qui ose poser la question. D'autres, ailleurs, commencent à flairer la même odeur. Jim Chano, un investisseur dont le métier est de parier sur la chute des sociétés, étudie les comptes d'Enron. Il ne comprend pas comment elle gagne sa vie. Alors il parie contre elle. Puis vient le premier vrai coup de tonnerre. En août 2001,
Jeffrey Skilling, devenu PDG seulement quelques mois plus tôt, démissionne brutalement. Pour des raisons, dit-il simplement, strictement personnelles. Le capitaine quitte le navire, au sommet de la vague, sans explication crédible. Officiellement, tout va pour le mieux. Mais à Wall Street, un frisson glacé parcourt l'échine des observateurs les plus attentifs. À l'intérieur même de l'entreprise, une femme a compris. Sharon Watkin, une cadre d'Enron, prend sa plume et écrit une note confidentielle à Kenley. Une seule phrase, dans cette note, glace le sang. Elle écrit, en substance, ceci. J'ai incroyablement peur que notre entreprise implose sous une vague de scandales comptables. Elle a vu juste. Terriblement juste. À quelques semaines près, seulement. Bientôt, l'Amérique entière découvre ces noms à la télévision. Sharon Watkin, la lanceuse d'alerte, témoigne devant le Congrès. Les dirigeants, eux, défilent à la barre, et beaucoup refusent de répondre, invoquant leur droit au silence. Le pays, fasciné et écœuré, regarde s'effondrer le mythe. Comment l'entreprise la plus admirée d'Amérique avait-elle pu n'être, au fond, qu'un décor de cinéma? Une façade magnifique, derrière laquelle il n'y avait, presque, rien du tout. Octobre 2001. Le masque commence enfin à se fissurer. Enron annonce des pertes surprises, et l'amputation de plus d'1 milliard de dollars de sa valeur. Lié, justement, aux fameuses sociétés secrètes de Fastow. Le régulateur ouvre aussitôt une enquête officielle. Et là, toute la mécanique se grille d'un coup. Car le mark-to-market, qui gonflait magnifiquement les profits à la hausse, fonctionne aussi, hélas, dans l'autre sens. Quand la confiance s'effondre, il faut soudain tout réévaluer à la baisse. Et les profits imaginaires d'hier se transforment, comme par un sortilège inversé, en pertes bien réelles d'aujourd'hui. L'illusion se retourne contre son créateur. En novembre, Enron est forcé de corriger officiellement ses comptes. Elle avoue avoir gonflé ses bénéfices de centaines de millions de dollars depuis 1997. Et révèle, enfin, l'existence de milliards de dettes soigneusement cachées. Au même moment, chez son cabinet d'audit, le prestigieux Arthur Andersen, les déchiqueteuses tournent à plein régime, jour et nuit. Des tonnes de documents liés à Enron partent en lambeaux. On efface les traces, fébrilement. Une dernière chance semble apparaître. Un concurrent, Dynagy, propose de racheter Enron pour la sauver. L'espoir renaît quelques jours. Puis Dynagy ouvre vraiment les livres de compte, prend peur devant le gouffre, et se retire aussitôt. Le 28 novembre, le couperet tombe. Les grandes agences de notation dégradent Enron au rang d'investissement pourri. Conséquence immédiate, mécanique, implacable, des milliards de dollars de dettes deviennent exigibles, tout de suite, sans délai. Mais Enron n'a pas cet argent. Elle ne l'a, en vérité, jamais eu. L'action, qui valait plus de 90 dollars un an plus tôt, ne vaut désormais plus que quelques misérables centimes. Le plus fou, c'est l'aveuglement qui dure jusqu'au tout dernier instant. Alors même que l'action plonge vers le néant, certains analystes de Wall Street continuent, imperturbables, de recommander d'acheter. Acheter Enron. Acheter encore. Pourquoi? Parce qu'admettre la chute d'Enron, c'était admettre s'être trompé pendant des années. Reconnaître qu'on n'avait jamais vraiment compris. Et il est parfois plus facile de couler avec le navire que d'avouer, enfin, qu'il prenait l'eau. Le 2 décembre 2001, c'est l'inéluctable. Enron se déclare officiellement en faillite. C'est, à l'époque, la plus grande faillite de toute l'histoire des États-Unis. Des dizaines de milliards de dollars, partis en fumée. En quelques semaines à peine, le géant que Wall Street adorait, l'entreprise la plus innovante du pays, n'est plus qu'une carcasse vide. La magie a cessé d'opérer. Et il ne reste, sur la table, que l'addition. Et cette addition, ce ne sont pas les dirigeants qui vont la payer. Ce sont les autres. Les invisibles. Les 20 000 personnes qui croyaient simplement travailler pour un géant solide et éternel. À Houston, des milliers d'employés sont licenciés en une seule journée. On leur accorde 1 heure pour vider leur bureau et quitter la grande tour de verre. Un carton dans les bras. Sans un mot, sans un adieu. Mais le pire se trouve ailleurs. Pendant des années, Enron avait fortement encouragé ses salariés à placer toute leur épargne retraite en actions Enron. Leur avenir entier était lié au cours de cette action. Et au moment précis de la chute, beaucoup n'ont même pas pu vendre. Leur compte était bloqué, gelé, pour des raisons techniques, pendant que l'action s'effondrait, là, sous leurs yeux. Impuissants, paralysés, trahis. Des gens qui avaient travaillé dur toute une vie ont vu, en l'espace de quelques jours, l'intégralité de leurs économies disparaître. Des retraites entières, des projets, des rêves de repos, réduits à néant. À zéro. Et les dégâts ne s'arrêtent pas aux portes de Houston. Partout en Amérique,
des fonds de pension avaient investi dans Enron. L'action paraissait si sûre, si solide. Des enseignants, des pompiers, des fonctionnaires y étaient exposés, sans même le savoir. Quand l'action s'effondre, ce sont des retraites publiques, dans des États entiers, qui encaissent le choc. Des centaines de millions d'épargnes collectives, évaporées, pour des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Fastow, ni de ses Raptors. C'est ça, le vrai visage d'une fraude financière. Pas seulement quelques dirigeants menottés devant les caméras, mais une onde de choc silencieuse, qui traverse tout un pays, et qui vient frapper, tout en bas, ceux qui n'avaient rien demandé. Pendant ce temps, certains dirigeants avaient discrètement vendu leurs propres actions, des mois plus tôt, en empochant des centaines de millions de dollars. Eux savaient. Ou, au minimum, ils auraient dû savoir. Et puis il y a Cliff Baxter. Un ancien haut dirigeant d'Enron, visiblement tourmenté par tout ce qu'il avait vu de l'intérieur. En janvier 2002, on le retrouve mort dans sa voiture. Il s'est donné la mort. Le scandale ne tue pas seulement une entreprise. Il emporte aussi avec lui le cabinet Arthur Andersen, l'un des plus grands auditeurs du monde, condamné pour avoir détruit des preuves. Un nom centenaire, effacé d'un trait. 85 000 personnes, à travers le monde, perdent leur emploi à cause de la chute de ce cabinet vieux de presque un siècle. Le mensonge d'une seule entreprise en aura englouti une autre, tout entière. L'Amérique entière est sous le choc. Comment une fraude d'une telle ampleur a-t-elle pu passer totalement inaperçue, sous les yeux des banques, des auditeurs et des régulateurs, pendant tant d'années? La réponse est profondément inconfortable. Parce que, tant que l'argent semblait couler à flot, presque personne n'avait le moindre intérêt à regarder de trop près. L'illusion, au fond, arrangeait absolument tout le monde. Et Enron n'était pas seul. Quelques mois plus tard, un autre géant, WorldCom, s'effondre à son tour, dans une fraude encore plus grosse. Toute une époque d'argent facile et de comptes truqués vacille, d'un coup. Le pays finit par réagir. En 2002, une grande loi est votée pour forcer les entreprises à plus de transparence et de responsabilité dans leurs comptes. Désormais, le nom d'Enron est devenu, partout, synonyme de fraude. Vient enfin l'heure des procès. Andrew Fastow, l'architecte des sociétés secrètes, choisit de négocier. Il plaide coupable, dénonce les autres dirigeants, et écope finalement d'environ 6 années de prison. Jeffrey Skilling et Kenneth Lay, eux, clament leur innocence jusqu'au tout dernier moment. En 2006, après un procès retentissant, suivi par tout le pays, le verdict tombe enfin. Coupable. Tous les deux. Mais Ken Lay, lui, n'ira jamais en prison. Quelques semaines à peine après le verdict, avant même d'avoir été condamné, il meurt brutalement d'une crise cardiaque. La justice n'aura jamais le dernier mot avec lui. Jeffrey Skilling, l'architecte de toute la machine, est condamné à 24 années de prison. L'homme le plus intelligent de la pièce passera, finalement, plus d'une décennie derrière les barreaux d'une cellule. Plus tard, les grandes banques qui avaient aidé à monter ces tours de magie financière verseront, elles aussi, des milliards de dollars pour solder les poursuites. Tout le monde savait, au fond. Tout le monde avait touché sa part. Alors, que reste-t-il vraiment d'Enron, toutes ces années plus tard? Une question, surtout, qui continue de hanter. Comment des milliers de gens intelligents ont-ils pu participer, ensemble, à une fiction aussi gigantesque? La réponse n'est pas qu'ils étaient tous des monstres calculateurs. La vérité est bien plus troublante que ça. La plupart d'entre eux ne mentaient pas vraiment. Ils croyaient. Ils avaient désespérément envie de croire. Le mark-to-market n'était pas qu'une simple astuce comptable. C'était, au fond, une philosophie. L'idée qu'une histoire suffisamment belle, racontée avec assez d'assurance et de talent, finit toujours par remplacer le réel. Et c'est exactement là qu'Enron nous concerne, toi et moi, aujourd'hui encore. Car nous vivons entourés d'histoires. De promesses. De valorisations vertigineuses. De récits brillants qui montent, jusqu'à toucher le ciel. À chaque époque sa bulle. À chaque génération son entreprise miracle, qui ne peut, paraît-il, que monter. Et à chaque fois, la même petite voix prudente qu'on n'écoute pas, parce que tout le monde, autour, est en train d'applaudir. On aime se dire qu'on aurait vu clair, nous. Qu'on n'aurait jamais marché dans la combine. Mais c'est si facile à dire, après coup. Sur le moment, au milieu de l'euphorie générale, presque personne ne veut être celui qui gâche la fête. Car le doute a un coût social. Douter quand tout le monde s'enrichit, c'est passer pour l'idiot, le jaloux, celui qui n'a rien compris. Bethany et Céline, Jim Chano, Sharon Watkin, on ne les a pas crus. On s'est même moqué d'eux.
d'abord. Et puis il y a l'argent. Tant que l'illusion enrichit tout le monde, qui souhaite vraiment qu'elle s'arrête? Les dirigeants, les banques, les employés, les actionnaires. Tous, d'une certaine manière, complices d'un même rêve confortable. C'est peut-être ça, la vraie leçon d'Enron. Le mensonge le plus dangereux n'est pas celui qu'on nous impose de force. C'est celui qu'on a envie de croire. Celui qui nous arrange. Celui qui nous promet, justement, ce qu'on espérait entendre. Les types les plus intelligents de la pièce ont fini en prison, ruinés, ou morts. Non pas parce qu'ils étaient bêtes, mais parce qu'ils s'étaient persuadés, jusqu'au vertige, que pour eux, les lois de la réalité ne s'appliquaient pas. Au fond, Enron a exploité notre plus grande faiblesse collective. Notre confiance dans les chiffres. Quand un bilan affiche des milliards, on suppose que quelqu'un, quelque part, a vérifié. On fait confiance. Et c'est exactement cette confiance-là qu'on a trahi. Car un chiffre n'est jamais tout à fait neutre. Derrière chaque montant, il y a une décision, une intention, et parfois une volonté de tromper. Enron nous a appris à regarder, non plus seulement le chiffre affiché, mais la main qui l'a écrit. Enron nous rappelle alors une chose très simple, et pourtant si facile à oublier dans le bruit des applaudissements. Tôt ou tard, le réel finit toujours par présenter sa facture. Et le réel, lui, ne ment jamais. 70 milliards de dollars. 20 000 vies bouleversées. Tout cela, pour une histoire que personne n'a osé interrompre à temps. La prochaine fois qu'une promesse te semblera trop belle pour être vraie, souviens-toi du incliné de Houston.